Je vous invite à prendre place sur scène. Voilà, vous pouvez vous asseoir. On va réinviter Émilie et Andy à nous rejoindre également. Puis moi, je vais rester là pour passer le micro comme tout à l'heure, comme ça. Là. Oui, je vais faire comme ça. Hmm, c'est gentil. On a une demi-heure à peu près d'échange pour pas finir trop tard, si c'est OK pour vous. Je vous invite à lever la main. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne, on les passera peut-être, mais voilà. Avez-vous des demandes de précision, des suggestions? Ouais, je vous amène le micro. Alors, madame, puis après, monsieur. Oui, j'ai une question pour Andy Smith. Est-ce que vous pourriez du coup développer le dernier point? Est-ce que tu pourrais développer le dernier point de ton intervention sur le sujet politisation, dépolitisation? Voilà, ça me paraît vraiment très intéressant. Merci. Euh, Merci beaucoup. Effectivement, c'est important de définir ce qu'on entend par politisation et en sciences politiques, en tout cas, on ne fait pas l'amalgame entre politisation et polémique ou politisation et polarisation. En fait, politisation pour nous, ça veut dire quelque chose de précis. On politise lorsqu'on argumente sur la base d'un principe et on explicite des principes à la base d'une argumentation, éventuellement des valeurs aussi. Et ça, l'inverse, c'est la dépolitisation, c'est où on considère que c'est pas une question de valeur, c'est juste une question d'expertise et il faut agir. Donc nous, on ne porte pas de jugement de valeur là-dessus. On s'intéresse à comment des différents acteurs cherchent à légitimer n'importe quel projet pour la société, soit en politisation, en politisant, pardon, les argumentaires, soit en les dépolitisant. Alors pourquoi j'en conclus en disant que en matière de transition écologique, il est important de ne pas dépolitiser parce que il nous semble en tout cas que dans les projets où l'ambition ou les projets d'action publique locale en faveur du climat ambitieux, qui sont considérés comme légitimes par les instances intercommunales et par la population plus généralement, c'est là où il y a un vrai travail d'explicitation du sens du projet. Alors, je vous passe la parole. Oui, encore merci pour la qualité de vos interventions. Moi, ça m'a beaucoup intéressé et du coup, j'ai aussi fait des liens plus ou moins cachés ou sur la place du citoyen, parce qu'on a parlé ce matin beaucoup de comment les citoyens ils appréhendent ou pas ces enjeux de climato-sceptique et tout ça. Et je pense qu'au cœur de vos trois interventions, il y avait, moi, je voyais en filigrane la place des habitants, des citoyens, voilà, des collègues. J'ai noté avec intérêt tout ce que vous faisiez, le travail que vous faisiez de lien culture, société, habitants, citoyens, etc. Pour Andy, je voulais renvoyer quand même à une petite remarque sur le Conseil de développement du Pays Basque. Le Conseil de développement du Pays Basque, c'est l'initiative en France qui, en 1994, a créé cette instance de concertation. Donc, il y a quand même plus de 30 ans de vie, ce qui explique l'efficacité quelque part du modèle. Et du coup, moi, je dirais, vous avez un peu rapidement dit, bah, les conseils de développement, c'est des technostructures dans les communautés de communes, dans les EPCI, certes, mais parce que la loi ne les a contraintes que récemment. Et je pense qu'il faut donner un peu plus de temps au temps pour espérer que le modèle basque, qui est un modèle culturel très fort, inspire peu ou prou d'autres EPCI dans l'idée que ben, on fait rapprocher la décision politique de la démarche démocratique qu'on a retrouvée aussi dans les projets small. Et du coup, je loue aussi votre souci de faire venir le scientifique, le chercheur dans la démarche type PCAET. Maintenant, c'est territoire TEPOS et d'autres choses qui concernent aussi toujours
la question de la transition énergétique. Et moi, je voudrais juste signaler que j'ai vu à travers 2 ou 3 parcs naturels régionaux, qui sont aussi des EPCI quelque part, des démarches intéressantes qui sont portées inspirées par l'ADEME avec un truc qui s'appelle la trajectoire trace, où j'ai vu et j'ai constaté sur le terrain la convergence, de l'apport d'expertise de bureaux d'études, d'experts qui ont été souvent formés dans les universités, donc il y a un juste retour des choses, conforté par du débat démocratique local. Moi, je l'ai vécu à travers 2 ou 3 ateliers, et aussi des recours aux universitaires. Donc, pour moi, il y a de l'espoir à vivre dans tout ça. Et enfin, rebondir sur vos interventions finales, conjointes, sur le fait que le modèle de la massification industrielle, il est important certainement pour emporter des objectifs très ambitieux, le fameux saut de 2030 et tout ça. Mais moi, je garde espoir que il y ait des démarches locales, des initiatives citoyennes qui puissent se multiplier, parce que c'était un peu le mot d'ordre de la matinée. Et un dernier point, c'est juste une question à vous sur, je vois pas ce que c'est la résilience dans les 3 autres trucs entre sobriété, efficacité et résilience. J'arrive pas à savoir, c'est peut-être un mot galvaudé. Enfin, en tout cas, qu'on entend beaucoup, donc. Ceci est une question à tiroir. J'espère que vous avez pris des notes. Je vous laisse répondre. Chacun sur les différents aspects qui ont été abordés. Oui, peut-être rapidement la résilience. C'est un terme effectivement qui, alors je dis pas qui est devenu à la mode, en tout cas qui est revenu dans l'agenda durant la crise du Covid, lorsque les gens ont fait preuve de résilience en pouvoir construire fabriquer leurs propres masques, tout ça. Donc, je veux dire, là, c'est un rapport à la crise, la résilience, c'est pouvoir résoudre de manière très rapide l'ensemble des crises qui s'accentuent, qui sont de plus en plus graves. Donc, d'être moins dépendant, par exemple, du pétrole et gaz étranger, de moins dépendre des matériaux et métaux chinois. Voilà, c'est d'être. Alors après, voilà, est-ce que ça dépend cette idée d'encourager les circuits courts, d'être dans une approche beaucoup plus circulaire, écosystémique, oui. Mais après, c'est comment on l'applique, hein, ça. Et pour la question finalement de l'espoir qu'il y ait des initiatives citoyennes qui essaiment, c'est vrai que ça pose toute la question aussi de la démocratisation de la transition énergétique, de l'ouverture, et notamment via l'exemple de la méthanisation. Ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi la multiplicité des modèles en fait qui peuvent se nouer à l'échelle des territoires. Moi, j'ai parfois assisté notamment à des formations à l'échelle très locale d'élus à la méthanisation qui n'y connaissaient pas forcément grand-chose, mais menées par des syndicats départementaux, par aussi les SEM attenantes qui soulignaient finalement toute la multipositionnalité des élus qui pouvaient être soit uniquement qui allaient subir le projet sur leur territoire, ou au contraire allaient essayer de s'en saisir et de associer finalement différents projets associatifs. Je sais que bon, ça va pas concerner la Nouvelle-Aquitaine, mais c'est dans le 35 en Ille-et-Vilaine justement, on a des initiatives qui essayent véritablement de faire en sorte que on ait des formes aussi de financement citoyen à l'échelle des projets. Après, là où la question se pose, c'est que ces projets qui sont soutenus par des structures publiques départementales, ils sont parfois ils ont des critères un petit peu politisés, on pourrait dire, en termes d'environnement, mais que parfois, du coup, des projets qui sont menés plus par le marché, entre guillemets, ne vont pas les respecter. Du coup, dans quelle mesure on parvient à réguler ça? Est-ce que finalement, le fait de réussir à faire vertueux quelque part, ça vient pas empêcher, en fait, d'autres formes moins vertueuses, entre guillemets, mais peut-être... Juste rapidement, merci de vos remarques et vos questions. Et je pense que les conseils de développement sont vraiment des organisations sous-étudiées. Il y aura un grand intérêt à les étudier, à les comparer, et notamment à intégrer la question de comment ils prennent en compte des questions climatiques et environnementales. Parce que qui dit développement de nos jours et qui n'aborde pas les questions environnementales, en fait, esquive parfois volontairement le rapport essentiel entre l'activité économique et écologique. Donc, je prends votre remarque comme une invitation
à faire de la recherche là-dessus. Et vous avez raison. On peut faire le parallèle avec les parcs nationaux, naturels, régionaux. Ce sont des organisations qui peuvent être mobilisées pour favoriser non seulement la protection de la biodiversité, mais aussi l'action climatique. Et c'est le cas aussi. Nous, on a beaucoup travaillé sur des grandes causes. Ça nous a vraiment intéressé cet exemple. Et c'est le PNR qui est vraiment un élément moteur de l'action climatique dans ce territoire. Juste une réflexion sur la place du citoyen, un peu comme l'alpha et l'oméga de la solution en fait pour mener les transitions aujourd'hui. Évidemment, hein, il est au centre de tout ça, mais moi je m'interroge toujours sur le fait de savoir si l'ampleur des réformes ou parfois l'objet de certaines réformes, comment dire, devrait être conditionné à l'adhésion des citoyens. Enfin, évidemment, c'est un propos un peu autoritaire que je mène ici, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui vont être un peu douloureuses pour la société, et donc il n'est pas, enfin, je veux dire, si on met tout sur le citoyen. C'est quelque chose qui peut paraître un peu finalement limité, mais c'est vrai que du coup le citoyen, on sait bien, cumulé avec l'échelon local, fait qu'il y a une perspective plus concrète pour le citoyen à court terme, moyen terme, pour qu'il s'implique, prenne des décisions peut-être plus bénéfiques, en tout cas selon notre vue ici. Et là, en tout cas, je pense qu'il faut aussi prendre garde ou travailler beaucoup sur les questions de justice sociale, voilà, d'équité dans les transitions, parce que là, on parle des citoyens d'une manière générale. Et je crois que vraiment, en période de transition, il y a une grande hétérogénéité des citoyens et de leurs implications. Il n'y a pas de bons ou de mauvais citoyens. Il y a une diversité des statuts. Merci pour vos réponses. Alors, j'ai une question derrière moi. Oui, merci. Je crois que ma question est pour Madame Chevalier. Excusez-moi si elle est très naïve, hein. Je suis universitaire et il y a quelques années, j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, de participer à quelque chose de très particulier dont je n'avais pas l'habitude. Et ça m'a interpellée dans votre intervention au sujet de la temporalité recherche, la durée de la recherche par rapport à l'action publique qui doit être plus ou moins immédiate, qui nécessite des décisions immédiates. La recherche-action, enfin, on n'est pas élevé à ça au départ. Et du coup, j'ai participé, je dénoncerai pas la personne, elle est à côté de moi, à ce qu'on appelle une saisine. Donc je savais absolument pas ce que c'était. La personne à côté de moi ne fait pas partie du même organisme que moi. Donc c'était exactement ce dont vous parlez, une réponse quasi immédiate à une question très concrète pour arriver à prendre une décision. Est-ce que ce genre de choses existe partout? Tout le monde peut le faire. Les EPCI, où ça rejoint peut-être quelque chose que M. Smith doit connaître aussi. Et est-ce que c'est compatible avec nos structures de gouvernance universitaire et ce genre de choses? Voilà. Désolée si c'est une question tout à fait naïve. Elle est pas du tout naïve. Elle mériterait beaucoup d'approfondissement parce que, en fait, il y a beaucoup de nuances selon les statuts, selon les types d'organes qui est ici mobilisé. Mais en effet, il y a un certain nombre d'opportunités, un certain nombre de processus dans lesquels le chercheur peut s'exprimer en effet à travers ces saisines. Moi, par exemple, ce que je connais mieux, c'est ce qu'on appelle les mémoires d'amicus curiae dans les tribunaux, en fait. Hein, donc, un tiers peut amener des arguments, par exemple. Là, la difficulté ici, justement, on vu de la liberté académique notamment, eh bien, c'est la frontière avec le militantisme, en fait, parce que le choix de la saisine reflète quelque chose. Alors que quand vous êtes chercheur et qu'on vous sollicite, voilà, c'est votre expertise qui a parlé, et en fait la façon dont vous présentez les choses, voilà, elle est méthodologiquement justifiée. Donc oui, en effet, les voies existent, et c'est vrai que pour nos collègues universitaires, il serait sans doute bon qu'il y ait une information, voire une formation sur ces possibilités d'agir dans le débat public. Mais par exemple, on pourrait penser au projet d'enquête, enfin au mécanisme d'enquête publique, tout simplement. Les universitaires, comme tout citoyen, peuvent évidemment aller dire quelque chose et formuler quelque chose de manière plus scientifique. Enfin, je veux dire, ça c'est le droit le plus élémentaire qu'ils ont, et ça ne les disqualifie pas, évidemment, en tant que scientifiques. Donc, en fait, là,
c'est évidemment à diffuser, mais nos structures ne sont pas prêtes en fait pour ça. Vraiment, elles sont pas prêtes. À la fois, le chercheur est pas formé pour ça. Les procédures d'évaluation des carrières et autres ne prend pas du tout en compte, ou peu en compte cette implication. Ça doit varier selon les disciplines, mais enfin, globalement, l'item sciences-société est quand même encore très embryonnaire. Je veux dire, pour expliquer ça, alors que quand vous faites ça, finalement, vous ne faites pas autre chose. Enfin, à un moment donné, votre temps n'est pas hyper extensible. Donc non, nos structures ne sont pas prêtes. Et c'est très intéressant. Enfin, si vous voyez ce qui se passe à l'étranger, enfin, c'est une aberration. Tu le disais, Andy, qu'il y avait peu de références dans les aux travaux universitaires notamment. Mais enfin, à l'étranger, enfin, moi, pour ce que je parle de la discipline juridique, mais ça n'est que ça, que des citations de travaux, de publications juridiques, que ce soit par les organismes publics, par les juridictions ou autres, quoi. Donc, il y a vraiment, je sais pas, problème de défiance, de distance, mais c'est incroyable quand on voit l'argent qui est donné en fait au cabinet de consultants, alors que vous avez des chercheurs du service public qui sont là et extrêmement compétents. Mais évidemment, ceux-là, on peut pas les politiser, quoi. Enfin, au mauvais sens du terme, quoi, en fait, ou les obliger à produire une réponse dans un certain sens. Il y aura une diversité possible de la réponse. Mais enfin, là, pour moi, il y a un problème majeur de façon de considérer les chercheurs dans la société. En fait, la chose est assez différente en sciences politiques. Ça fait un moment qu'on a vraiment retourné vers la recherche-action. La médiation scientifique est plus valorisée dans nos carrières de chercheurs. C'est assez récent, mais on a pris le pli. La plupart d'entre nous dans mon laboratoire sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans des dispositifs de ce type. Alors l'important, et tu l'as dit, c'est pas d'y aller avec une posture militante, parce que de toute façon notre recherche n'est pas conduite ainsi. Donc et ce qui peut vraiment aider, mon expérience, c'est de s'appuyer sur l'analyse comparée. On est invité de donner donner son expertise, ou en tout cas de participer au débat. Mais pas parce qu'on a une expertise sur le territoire en question, mais parce qu'on a étudié d'autres. Et en comparant, on a dégagé des variables explicatives qui peuvent être utiles pour ce territoire-ci. Mais en tout cas, c'est une posture, moi je trouve, c'est relativement confortable pour le chercheur sans être dans une position de surplomb non plus, parce que c'est pas souhaitable non plus. Mais c'est une manière de parler vraiment des pratiques des acteurs observés ailleurs. Là, on peut engager la discussion et généralement, c'est quelque chose qui intéresse. Ouais. Alors, je continue. Ah. Si je puis me permettre un ajout, c'est que parfois aussi les pratiques de recherche permettent aussi de relier les acteurs, de les connecter. Je sais que j'ai un collègue justement sur un programme de recherche-action sur la méthanisation en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Antoine Bouzin, a fait des entretiens par focus group avec à la fois des acteurs industriels, agricoles, de politique publique pour faire des entretiens, donc pour collecter des données et voir en fait comment les acteurs pouvaient interagir entre eux, mais des acteurs qui autrement ne seraient pas rentrés en contact. Donc finalement, le fait de collecter des données, de faire de la recherche peut aussi avoir des effets dans la collecte de données elle-même en fait. Merci. Alors, j'ai des questions ici et on en aura une qui vient d'Internet. Oui, bonjour, Sylvie Cassou-Scott. Donc, je suis une élue locale et métropolitaine. Donc, je vous remercie pour la richesse de ces apports depuis ce matin. En tant qu'élue, j'accueille, je reçois, je m'interroge. Moi, j'aurais souhaité revenir sur le travail que vous avez fait, Monsieur Smith, sur les intercommunalités, sur le niveau en fait d'action le plus pertinent pour travailler et agir sur le climat, sur la transition écologique. Est-ce que vous ne croyez pas quand même qu'il y a aussi quelque part une crise démocratique dans la mesure où l'échelle locale, qui sont les EPCI, dans laquelle moi j'ai pu œuvrer dans ce dernier mandat en tant que vice-présidente, j'ai pu, si vous voulez, me rendre compte aussi de l'écart qu'il y a entre un projet politique qui doit être porté par une majorité, mais qui n'a pas été porté lors d'élections. C'est-à-dire que on est sur un suffrage universel indirect. Donc les collectivités font leur programme. C'est vrai qu'une collectivité en soi, elle peut contribuer à agir pour le climat, pour défendre le climat, mais c'est plutôt à l'échelle métropolitaine et ces projets métropolitains
n'apparaissent pas, sont souvent absents du débat. Et je ne parle que de la métropole parce qu'aujourd'hui, quand j'entends ce matin la préoccupation des Français, 70% sont effectivement préoccupés, on le sait tous, et pour autant, on veut pas y aller. Et moi, en tant qu'élu, je dirais que je souffre beaucoup en France de notre échéancier électoral. Nous n'arrêtons pas d'être dans un suffrage à venir. À peine nous en avons terminé un, nous allons recommencer pour les sénatoriales en indirect et ensuite les présidentielles. Et il me semble que là aussi, c'est une paralysie annoncée d'agir urgemment, parce que pour moi, il y a urgence à agir et on ne peut pas agir. Et là, je reviens à ce qui a été dit dans la dernière intervention sur l'acceptabilité, enfin sur les critères d'acceptabilité. Il y a vraiment l'acceptabilité des citoyens et ceux-là, on les entend pas. On veut pas les entendre. Oui, merci. Donc effectivement, je pense qu'on revient à un point que j'essaie de pointer à la fin, c'est que la place des intercommunalités dans le régime politique de la France c'est, ça donne de la force à ces intercommunalités, mais c'est extrêmement inconfortable parce que le rapport à la démocratie est, comme vous l'avez dit, très indirect. Bon, à court terme, je vois pas grand monde qui porte un changement constitutionnel parce que ça serait de cet ordre-là. Bon, moi, j'y vois un intérêt et je vois pas pourquoi ça pourrait pas être porté. Je conçois l'importance, mais ça impliquerait aussi peut-être de faire les ménages par rapport aux autres échelons de décision et visiblement en France, on n'est pas prêt à faire ça, pas actuellement en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire avec alors. Là, désolé, je parle que du Pays Basque aujourd'hui. Moi, j'ai juste parce que je pense que je suis en train de faire un article là-dessus. Mais il y a d'autres exemples, mais je pense à ce cas-là. Bon, on a là une intercommunalité qui regroupe 170 communes, me semble-t-il, peut-être un peu plus. Alors, ils ont quand même inventé un mode de décision où il reste des relais dans 4 groupements de territoire. Et à partir de là, là où ils sont forts au Pays-Bas, c'est que ils ont des relais vers la population. D'une part, ils pratiquent, en tout cas, ils cherchent vraiment à pratiquer de la participation des citoyens à des décisions. Je dis pas que c'est parfait, mais c'est une approche assez systématique de la chose. Et d'autre part, les associations sont régulièrement consultés, parfois par le truchement de quelque chose comme le conseil de développement, mais parfois par d'autres instances. Donc, il me semble que c'est en multipliant ces intermédiaires qu'on peut s'approcher d'un meilleur lien entre les citoyennes et la décision intercommunale. Mais c'est tout sauf évident. Mais c'est vraiment la question. Comment faire avec un régime qui est un code mal taillé, me semble-t-il. Recentralise. Il y a une question qui nous vient d'Internet. Marie. Donc on a une question de Kevin Lelarge qui demande: peut-on encore parler de résilience alors que les changements climatiques en particulier ne permettront pas de retour en arrière? C'est un nouveau monde pour l'ensemble du vivant. Et concernant l'homme, ne faut-il pas soutenir une nouvelle organisation sociétale plutôt que de vouloir ou faire espérer que la société d'aujourd'hui serait toujours possible demain? Non, après, pour poursuivre sur cette définition de résilience, moi, ce qui me semble assez intéressant, c'est de m'appuyer sur le débat public, le réseau électrique en débat, qui a lieu en début d'année, donc confié à la CNDP, hein, pour rappel, c'est la modernisation et la rénovation du réseau RTE à hauteur de 100 milliards d'euros. Et c'est intéressant de voir que lors de ce débat, au niveau local, au niveau des territoires, on parlait de résilience, mais au niveau de l'État, on parlait de souveraineté.
Et je pense que c'est intéressant aussi de voir aujourd'hui qu'il y a quand même une tension aussi entre ces deux vocabulaires. La souveraineté, hein, qui renvoie à un côté très étatique, très présidentiel, hein, très aussi un peu militaire. Et le local. Alors après, est-ce que la résilience, c'est un échec? Ben, je dirais, si on est à des tels chiffres en termes de changement climatique, je vous dirais oui. Mais aujourd'hui, nous, en tout cas, sur le volet énergétique, on observe quand même une recentralisation du côté de l'énergie, hein, avec notamment peut-être la dernière phase de cette recentralisation, ça serait le décortiquage de l'ADEME. L'ADEME a quand même des appuis locaux assez importants, a une connaissance du local assez forte. Et c'est vrai que lorsqu'on lit des articles de presse où on entend que l'ADEME serait décortiquée et que les agents de l'ADEME rejoindraient les services de l'ADREAL, enfin les services de la préfecture, ça pose une question encore une fois sur cette tension. Mais honnêtement, savoir si c'est un échec sur le volet résilience, voilà, c'est trop complexe, je pense. C'était la CNDP, c'était le réseau électrique en débat. Et on en a peu parlé, alors que c'est quand même crucial parce que on parle beaucoup de production, construction de nouveaux EPR, construction de parcs offshore de gigawatts. Mais il faut que le courant entre le site de production et le consommateur soit relié. Et c'était, voilà, pendant 6 mois, on a débattu sur ça. Ça n'a pas été malheureusement assez approprié par la population. Alors que la CNDP, hein, nous, on a signé une charte de collaboration, la charte RENT avec la CNDP il y a 2 ans. Marc Papetier a signé la convention avec le directeur de Sciences Po parce que la CNDP est en demande de chercheurs, en fait, pour vraiment permettre une diffusion de la connaissance, aussi pour décortiquer les fake news aussi, enfin les fact-checks dans le domaine de la science. Donc vraiment, je vous invite à suivre vraiment ce que fait la CNDP sur dans ces futurs débats, hein, que ce soit autour des grands projets industriels, autoroutiers ou énergétiques, parce que l'apport des sciences et l'apport des scientifiques est vraiment nécessaire dans le débat public. Ah non. Et elle a été un peu menacée. Il y a des projets aussi qui ont fait. Enfin, on est d'accord, là aussi, c'est pareil. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Ouais. Moi, j'en avais une. Je peux me permettre de la poser juste avant. Non, mais c'est une toute petite question à la con, mais je me disais, quel est l'impact des intempéries, comme on a pu avoir cet hiver avec les crues, ou il y a quelques années avec les grands incendies, voilà, est-ce qu'on observe une accélération de l'action publique? Est-ce que c'est des éléments que vous considérez dans la mise en œuvre de certaines politiques publiques? Est-ce que ça a l'effet pour le coup de se dire plus jamais ça, et du coup là on a eu un effet réveil, ou est-ce qu'il y a une forme d'amnésie, ce qu'on a déjà pu observer sur plusieurs événements? Vraiment sur le volet énergétique, ce qui est assez intéressant, c'est qu'un effet un météorologique extrême peut avoir un effet bloquant. Je prends par exemple le photovoltaïque a été très ralenti avec les épisodes de feux de forêt qu'on a connus il y a 3-4 ans au niveau du bassin d'Arcachon. 2022. Voilà, et c'est notamment après cet épisode que la préfète avait demandé une forme de mise à l'arrêt, de réévaluer aussi l'impact du projet Oriseo. Donc, vers ces grands projets énergétiques peut être aussi arrêté par des épisodes météorologiques extrêmes, en fait. Donc, c'est quand même intéressant à observer. Et ouais. Autre exemple, c'est que, en gros, la science politique, sociologie montre qu'il n'y a rien d'automatique entre une crise et la reprise en main de la question par des entités politiques. Donc, l'exemple sur lequel j'ai travaillé un peu, c'est la vallée des Gaves. C'est dans les Pyrénées, c'est juste en Occitanie. Et ils ont eu des grands crues, des inondations en 2013 de mémoire. Et depuis, c'est pas, en tout cas, c'est quelque chose qui est presque pas évoqué dans le plan climat. Ça n'a pas informé fortement le sens que des élus ont donné à ce document. Donc, ouais.
Ok, merci. Alors j'ai une Je question peux juste ici. ajouter, en fait, ici, Ouais. l'enjeu, quoi, c'est aussi la temporalité de la décision publique. En fait, nos mécanismes juridiques ne permettent pas de décider dans l'urgence. Donc, en fait, vous n'avez pas une réactivité assez forte. Et en effet, quand on élabore le PCAET, ben, on est déjà loin. Et finalement, il y a un oubli assez important. Et juste pour revenir aussi sur votre présentation où vous disiez, ben, il y a une attention particulière qui est portée sur la question énergétique, sur les développements des énergies renouvelables et par exemple pas sur l'agriculture. Oui, une explication claire, hein, c'est que l'Union européenne impose des objectifs extrêmement stricts en termes de développement des énergies renouvelables, et l'agriculture, ça rentre dans tous les autres champs d'activité de l'État, et donc il y a une marge de manœuvre et d'arbitrage en fait. Donc c'est pas juste parce que l'État il s'engage là-dedans, c'est qu'en fait il y a une peur, enfin une peur. Il y a une menace d'astreinte, d'amende et d'acharnement de l'Union européenne sur la France si elle y va pas. Donc il y a aussi ce paramètre-là. Merci à vous. Alors je prends une dernière rapide question parce qu'après on me dit qu'il faut vraiment s'arrêter. Et le monsieur avait levé la main avant. Oui, bonjour à tous. Raphaël Bunales, AREC Nouvelle-Aquitaine. Alors moi, c'était pas vraiment une question, mais c'était peut-être une observation, et je vous laisse éventuellement réagir dessus. C'est sur une notion qui a été abordée en fait dans la journée, mais que peut-être pas en thème central, c'est la notion de coopération. On voit en fait. Enfin, avec tout ce qui a été présenté depuis ce matin, on voit la complexité en fait de ce qui se dessine entre les questions. On parlait de climato-scepticisme ce matin, on parlait d'un certain nombre de freins psychologiques en fait dans la réflexion. On a parlé tout à l'heure des freins aussi dans le développement des ENR, de freins politiques. On observe aussi depuis quelques mois maintenant peut-être et je le dis sans jugement en fait, mais une volonté de reprise en main, on va dire, de l'échelon national, par exemple, de certaines politiques, qui était moins le cas. Hein, c'était pas forcément ce qu'on observait il y a quelques années. À mon sens, il y a un vrai enjeu, par contre, de coopération qui est sur lequel il faut rester vigilant, je pense, à la fois entre les différents milieux. On parlait du monde scientifique, des sciences sociales, des sciences dures, des politiques, mais aussi de coopération entre les territoires, de coopération entre le national et le local, de coopération entre les citoyens et le politique, qui est pas évident à appréhender. Et qu'on voit pas toujours en fait apparaître au premier plan. Voilà, je vous laisse éventuellement réagir. Je sais pas s'il y a une remarque pour compléter, mais on peut s'arrêter aussi sur cette nécessité de faire des alliances et de mieux coopérer. Je passe à Sylvain. Bah, effectivement, moi, Raphaël, je crois que tu as absolument raison. Hein, ce terme de coopération, nous, en sciences sociologie, sciences politiques, on parle plus volontairement des questions d'interdépendance. Il y a des personnes spécialisées sur ce terme, et je pense qu'on a à pousser cette analyse encore plus loin. Parce que dans ce dont on a affaire, bien sûr, l'action climatique, ça renvoie à une substance. Il faut mettre les gens d'accord sur le contenu substantif de tel ou tel projet, par exemple sur les éoliens ou sur les méthanisateurs, par exemple. Mais il faut aussi embarquer des gens. Donc il y a cette dimension réticulaire. De coopération, d'interdépendance qui nous semble crucial. Oui, peut-être aussi pour compléter la question de la coopération, ça renvoie aussi à la question des récits. Et c'est que ce matin, on n'a pas parlé, mais il existe quand même des récits qui ont été actés par l'ADEME il y a déjà quelques années. Et c'est vrai que parmi les quatre scénarios proposés par l'ADEME, du plus frugal au pari réparateur, il y a l'axe 2 sur les coopérations territoriales. Donc c'est vrai que c'est un outil qui a été pas mal repris et approprié par les municipalités. Moi, je m'en souviens, il y a 2 ans, j'avais travaillé avec la mairie de Bordeaux sur ces scénarios de l'ADEME. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce scénario, tout comme celui d'RTE d'ailleurs, hein, est actuellement en train d'être actualisé par l'ADEME. Et à ce que j'ai pu comprendre lors d'un échange avec l'ADEME en début d'année, c'est que l'ADEME ne partirait plus sur 4 scénarios, mais sur uniquement 3.
Donc voilà, à voir, est-ce qu'ils vont garder l'axe 2 coopération territoriale ou est-ce que celui-ci va être évacué au profit de l'État, de l'axe 3? À voir. Et l'ADEME aussi, je vous invite à lire une très bonne publication en début d'année sur les coopérations économiques territoriales, qui est vraiment un concept qui a été très travaillé par l'ADEME avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui est très intéressant aussi, qui réimagine la coopération aussi sur le volet économique. Voilà, c'est quelque chose. Le changement, enfin la crise écologique, c'est aussi une crise économique lequel il faut aussi se travailler. Merci à tous les quatre. Cette journée s'achève.